C'est là que la Douglas Company annonce à la TWA qu'ils ne feraient pas ce qu'ils leur avaient demandé et qu'ils allaient leur fournir un appareil révolutionnaire. Le conseiller technique de TWA n'est autre que Charles Lindbergh, qui a accompli le premier vol transatlantique 5 ans plus tôt. Ce dernier est sceptique. Un avion de cette taille ne peut survivre à la perte d'un moteur. Il volera? Oui, c'est sûr et certain. J'en suis convaincu. S'il vole, alors nous l'achèterons. Raymond a tout misé sur le DC-1. Le coût de fabrication n'était pas couvert par le contrat original, et les bénéfices sur l'appareil ne viendraient qu'après en avoir vendu un certain nombre. Raymond utilise une formule aéronautique très complexe afin de dessiner le DC-1. Et pour concevoir un avion capable de voler avec un seul moteur, il se tourne vers des ingénieurs de Caltech, alors en pleine expérimentation d'une nouvelle installation révolutionnaire, la soufflerie. Le DC-1 de Douglas est en fait le premier avion américain scientifiquement conçu. Et les essais en soufflerie, alors menés à Caltech, ont joué un rôle majeur dans sa conception. Les premiers essais ne sont pas concluants. Très loin de tenir les promesses osées faites à TWA, le DC-1 s'avère instable malgré ses deux moteurs, qu'il traverse ou non une zone de turbulence. Le problème venait du centre de gravité et la manière dont l'aile était assemblée au fuselage. Raymond n'abandonne pas. L'équipe se livre à plus de 200 tests en soufflerie, jusqu'à trouver une solution. Comme sur tous les appareils de l'époque, l'avion était équipé d'ailes droites perpendiculaires au fuselage. Raymond propose alors un bord d'attaque reculé, qui permettra de baisser le centre de gravité de l'appareil et en améliorera la stabilité. La modification sur les ailes a été un véritable succès. Et si on jette un œil sur tous les avions modernes, on s'aperçoit que le dessin des ailes imite ce bord d'attaque en flèche. Et afin de minimiser les turbulences et maintenir les ailes au fuselage, les ingénieurs posent un dispositif appelé emplanture. Ce joli petit composant courbé qui permet de relier l'aile au fuselage offrait un meilleur aérodynamisme. Ces modifications rendent l'avion stable en plein vol, et ce, même avec un seul moteur. Les tests en soufflerie ont beaucoup progressé depuis leur début et sont devenus un passage obligatoire du processus de fabrication aéronautique. L'Airbus A380, par exemple, a subi 5000 heures de tests allant de la lutte contre la création de glace à la réduction de bruit. Dans les années 30, l'équipe Douglas doit rapidement trouver comment faire freiner un puissant et imposant avion lors de son atterrissage. La solution deviendra une des bases de l'aviation moderne. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de pistes d'atterrissage, elles étaient très courtes. Et les compagnies ne pouvaient pas demander à une ville de construire un aéroport ou d'aménager des pistes pour un seul avion. Alors il fallait s'adapter. Comment suffisamment ralentir un avion pour obtenir un atterrissage confortable, sans toucher à la vitesse de l'appareil? Une des solutions se trouve dans les volets. Les volets d'ailes, imaginés par Douglas, seront utilisés sur tous les avions de ligne. À l'atterrissage, sortir les volets permet à l'avion de s'arrêter plus rapidement. Et s'ils sont baissés au décollage, ils en améliorent la montée. Ce qui signifie que les avions pouvaient désormais décoller à basse vitesse et sur piste courte. Le DC-1 n'a jamais été produit, mais sa version améliorée le sera. En mai 1934, Douglas dévoile son nouvel appareil, le DC-2, capable de transporter 14 passagers. Plus rapide et puissant que son prédécesseur, il va immédiatement révolutionner l'industrie aéronautique.
L'arrivée du DC-2 a fait grand bruit. TWA en a équipé sa flotte à travers le pays en un temps record. C'était l'avion le plus rapide de l'époque, même plus rapide que les appareils de l'armée. Il a fait sensation, croyez-moi. Le DC-2 pouvait transporter 4 passagers de plus que l'appareil rival de Boeing. Il proposait un vol plus rapide et confortable, nécessitant peu de carburant. L'avion est un succès et les lignes de production de Douglas vont tourner comme jamais. Quand l'avion a été mis en service, toutes les compagnies le voulaient. Et le 247 est rapidement devenu obsolète. Douglas a porté un gros coup à son rival Boeing. Mais sa plus grande contribution à l'aviation commerciale reste à venir. Mai 1935. Les commandes ne cessent d'affluer pour le DC-2 de la Douglas Aircraft Company. Donald Douglas avait une liste de commandes plus longue que le bras. Il gagnait de l'argent en fabriquant des avions. C'était du jamais vu à l'époque. Donald Douglas reçoit alors un appel inattendu de la part du président d'American Airlines, C.R. Smith. Ce dernier veut se constituer une flotte de DC-2 particulière. En effet, il souhaite que le fabricant adapte son appareil et l'équipe de 14 couchettes au lieu de 14 sièges. Douglas est persuadé que l'idée est mauvaise et ne veut pas relever le défi. Cette modification n'apportait rien à l'appareil et la production en serait réduite, car il n'existait aucun marché. Le projet de Smith était trop excentrique. Mais Smith fait une proposition que Douglas ne peut refuser. Une commande de 10 avions couchettes pour un montant de 795 000 $, soit environ 14 millions de dollars actuels. La modification ne sera pas simple. Équiper les appareils de lit implique d'agrandir les DC-2 de 50%. Il va falloir agrandir l'appareil. Pour agrandir un avion, on l'étendait, et pas qu'un peu. Il devait être plus allongé. Mais Douglas a choisi de l'élargir. Les fuselages des premiers avions ressemblaient à des boîtes volantes. Mais ces fuselages imposaient des limites quant à la taille de l'avion. Dans les années 30, les fuselages se sont arrondis, ce qui les a rendus plus robustes. Raymond et son équipe ont repoussé les limites pour concevoir le plus grand fuselage circulaire au monde. Une forme cylindrique offre plus d'aérodynamisme et de robustesse également, car elle permet de répartir les forces autour de la structure. Le fuselage arrondi augmente la force de l'appareil. Il n'y a aucun point négatif à son sujet. Pas de coin ou quoi que ce soit. C'est une conception très intelligente. Le fuselage est ensuite recouvert de la peau métallique du DC-1 afin de supporter la structure. Cette nouvelle conception a permis de repousser les limites de taille et de poids. Douglas vient de créer le plus grand, efficace et moderne avion de ligne au monde. Les avions couchettes n'ont jamais eu de succès et l'idée a été abandonnée. Mais Donald Douglas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il va profiter de ces nouvelles structures. Plus Douglas et Raymond y pensent, plus ils voient autre chose que des avions couchettes. Et tout est allé très vite. En remplaçant les lits par des sièges, Douglas s'aperçoit qu'il peut augmenter le nombre de passagers de 50%. Le DC-3 est né. Une merveille d'ingénierie qui pose les bases de l'aviation moderne. À l'époque, la construction d'un seul appareil nécessitait 6000 personnes et un demi-million de rivets. Et puisqu'il n'utilise que 3% de carburant de plus que son prédécesseur et peut transporter 7 passagers supplémentaires,
le DC-3 devient le premier avion de ligne commercialement rentable. L'équipe Douglas est à l'origine d'une innovation extraordinaire et le voyage aérien de masse vient de voir le jour. Quand le DC-3 a été dévoilé, il était clair qu'une nouvelle ère du transport aérien se profilait. Il n'était plus seulement réservé aux aventuriers, il s'est banalisé. Un vol reliant la côte Est à la côte Ouest durait 25 heures à l'époque. À bord du DC-3, la durée de vol est réduite de moitié. Et plus important encore, les passagers se sentaient en sécurité à bord. Cet avion ne faisait pas de bruit étrange. Il ne sentait pas le carburant et il n'y avait aucune fumée dans la cabine. Il était même équipé de chauffage, donc on ne mourrait pas de froid lors d'un vol hivernal. La clé pour l'industrie aéronautique était de rendre les vols banals et sûrs, et c'est ce qu'a fait le DC-3. Il est rapidement devenu l'avion de choix pour les compagnies aériennes américaines puis internationales quand elles parvenaient à en acheter. Voler est devenu indispensable. Le voyage devient la destination. Vous voulez une cigarette, monsieur? Non, je vais prendre un magazine. Je vous l'amène. Merci. Les passagers connaissent le luxe à bord, qui n'est même pas en option sur les appareils concurrents. Le DC-3 permet également l'avènement d'un nouvel atout de l'aviation commerciale, l'hôtesse de l'air. Vicky RL a servi sur la nouvelle flotte de DC-3 de la TWA dans les années 40. C'était très prestigieux. TWA avait une belle réputation. La plupart des voyageurs étaient des célébrités ou des hommes d'affaires. Notre travail consistait à répondre aux demandes des voyageurs, sauf quand on se faisait draguer parce que les hommes demandaient nos numéros de téléphone. Du genre, je peux vous rappeler une fois à New York pour qu'on dîne? Pour ces nouvelles hôtesses de l'air, travailler à 3000 mètres d'altitude est plus excitant qu'un travail au sol. J'ai adoré cette expérience, c'était épanouissant. J'adorais mon travail. Étant un des rares travails exclusivement réservés aux femmes, la compétition est rude. En 1935, ce sont près de 2